Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage. Éclair d'infos un peu spécial puisque la Model 3 Highland a été présentée. Et on pourrait penser que c'est un simple relifting. On va aller voir un petit peu plus en détail dans la technologie, dans la technique, et voir ce qu'il en est vraiment. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Cet épisode est un peu fait à l'arrache parce que, contrairement à la presse, nous autres influenceurs, même si on a participé énormément à la notoriété de Tesla, aujourd'hui Tesla nous ignore complètement. Et auparavant, la presse était un petit peu logée à la même enseigne que nous. Aujourd'hui, ils ont décidé de privilégier la presse. Signe que Tesla devient un constructeur traditionnel et commence à se rapprocher des constructeurs historiques. Et quelque part, en termes de comportement et en termes de marketing, c'est quelque chose, moi, qui ne me fait pas plaisir. Voilà. Ceci étant dit, on va parler maintenant technique et on va parler de la voiture en elle-même. Et moi, je vous propose une chose, c'est qu'on aille directement éplucher le site internet, comme je l'ai fait dans les configurateurs sur d'autres vidéos. Et cette fois-ci, on va vraiment éplucher tout ce qu'on peut trouver. Et vous allez voir qu'il y a des choses dont personne n'a parlé, ou très peu de gens, en tout cas en France. Et il y a des choses très intéressantes à dire. Allez, on y va. Et voilà, on est sur l'écran de la Model 3 sur le site de Tesla. Et bien sûr, on a tout de suite le visuel de la voiture. Alors, rien que sur cet écran, on va déjà avoir plein d'informations, mais globalement, on va les retrouver après. On va commencer cette revue par l'image du 3/4 avant, l'image de la voiture qu'on connaît finalement le mieux. En effet, c'était les images qu'on avait vues lors des fuites. Donc, effectivement, la voiture à l'avant a des feux différents. Des feux beaucoup plus bas, beaucoup plus plats. Personnellement, j'aime beaucoup. Le pare-choc, j'aime bien aussi. Même si dans la version américaine, sans la plaque, ça fait un peu massif. Moi, personnellement, ça ne me gêne pas. La disparition des anti-brouillards, finalement, pas important, puisque ça ne sert globalement plus à grand-chose avec des phares à LED de bonne qualité. Voilà, globalement, à part cet aspect-là, voilà, c'est un nouvel avant. On pourrait se dire que c'est un facelift. On y reviendra. Je reviens juste sur la vidéo de départ. De l'arrière, je trouve que c'est une évolution aussi relativement heureuse. Ça modernise bien la voiture. Moi, personnellement, ça me plaît bien, même si ça change pas fondamentalement la voiture. Certaines personnes pensaient avoir un haillon. Ben non, c'est un coffre et c'est normal. Parce que aujourd'hui, entre une berline à haillon et une berline à coffre, eh bien, c'est la berline à coffre qui, dans le monde, se vend le mieux. Tesla a fait évoluer les couleurs. Encore une fois, 2 couleurs supplémentaires en multicouche. Ok, c'est marrant parce que ces couleurs-là, ça me fait vraiment penser au rouge et au gris de chez Mazda. Donc le fait que Franz, donc le designer en chef de Tesla, soit un ancien de Mazda, visiblement, il y a quand même encore des réminiscences. Pour ce qui est des jantes, je trouve que les nouvelles jantes sont jolies. Et vraiment les aéros, pour une fois, moi je les trouve encore une fois plus jolis que ceux de la version reliftée 2021, et surtout encore beaucoup plus jolis que les premiers. Voilà, donc à part ça, Tesla dit que les jantes vont permettre d'avoir une autonomie accrue, c'est possible, et des bruits de roulement réduits grâce à des pneus et des jantes améliorées. Je pense que ce sera le cas, et effectivement, quand on voit les pneus type EV, on se rend compte qu'ils ont quand même des performances et un agrément supérieur aux pneus non EV. En tout cas, aussi bien l'aérodynamique de la voiture que l'aérodynamique des jantes n'a pas une influence aussi importante que cela sur l'autonomie, mais qu'il y a autre chose en dessous. Et ça, on va en reparler après. Alors, on va parler maintenant de l'intérieur. Et là, ça devient intéressant encore une fois. Pourquoi? Parce que dans l'intérieur, il y a plein de choses qui ont changé. Pour être exact, il y a quasiment tout qui a changé. La console n'a pas tellement évolué, si ce n'est qu'on va avoir de l'USB-C en 65 watts, ce qui est vraiment bien pour charger par exemple un MacBook.
Moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Je trouve que régulièrement, même pour mes caméras, etc., les puissances de recharge sur les USB dans ma Model S sont un peu justes. Au niveau aspect, on a vraiment l'impression que la qualité est remontée par rapport au Model 3 qui était relativement basique. Parlons maintenant un petit peu du volant. Autant le volant des Model 3 anciens modèles ou des Y actuels, il est un peu passe-partout, celui-ci fait un peu plus premium, je le trouve beaucoup plus joli, et je le trouve même plus joli que celui de la Model S. Il y a une petite texture sur l'airbag qui, à mon avis, est très heureuse. La branche centrale est vidée, moi je préfère. Par contre, disparition des commodos, et donc va falloir s'habituer au clignotant. J'avais essayé sur la S et X, bon, voilà. Au début, on galère un peu, mais quelques kilomètres plus loin, moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Par contre, il y a d'autres choses qui pourront être dérangeantes, comme l'autopilote ou certains réglages. Par exemple, le réglage de la distance à laquelle vous voulez rester de la voiture qui vous précède. Sur les anciennes Model 3, je trouvais que c'était très bien fait, en poussant à gauche ou à droite la molette. Là, est-ce qu'ils vont conserver ça? On le saura quand on verra la voiture. Autre chose, on remarque la bande de LED rouge, que je trouve très jolie, pour l'éclairage d'ambiance, qui faisait un peu défaut sur la Model 3, et que moi j'avais déjà présente sur la Model S, mais sous forme de petites lumières dans les accoudoirs. Autre changement, la tablette. Parce que malgré ce que plein de gens ont dit, et là on va en reparler après dans les caractéristiques, la tablette fait 15,4 pouces, et non plus 15 pouces. Les bords sont plus fins, les contrastes, les couleurs sont meilleurs, je pense que la définition même de l'écran est meilleure. Honnêtement, ça va changer pas mal les choses, parce que je trouvais que l'écran sur Model 3 et Y était un tout petit peu petit. Je trouve même que là, sur la photo, d'un point de vue aspect, on va dire il est mieux proportionné avec la taille de la voiture. Bien, alors, on va revenir un petit peu sur les matériaux et sur cette pièce-là qui m'intéresse particulièrement. Contrairement à l'ancien modèle où on avait une pièce rapportée sous l'aérateur, ici on a une pièce rapportée au-dessus. Et cette pièce-là, pour moi, a une importance capitale pour le futur. Imaginez qu'on pourrait mettre un insert avec un écran. Ce qui veut dire que aujourd'hui, Tesla n'a pas d'écran face au conducteur sur les versions propulsion et long range de la Model 3 Highland. Mais et s'il y avait une version encore plus haut de gamme? Parce que n'oubliez pas que Tesla n'a pas encore présenté de performance. On en reparlera tout à l'heure. Ensuite, on a le son. Alors, Tesla va améliorer le son, sachant que le système très haut de gamme n'est que pour la version long range. La version propulsion aura un système 9 haut-parleurs. Voilà. Ce qui, moi, personnellement, me suffirait. Maintenant, parlons de l'écran arrière. L'écran arrière a un énorme avantage pour les gens qui ont des enfants. Parce que c'est vrai que les enfants à l'arrière, souvent, ils n'avaient pas une bonne visibilité. Et franchement, je trouve que Tesla a fait une très très bonne chose d'intégrer un écran arrière. Et finalement, c'est quelque chose qu'on attendait beaucoup d'une Model 3 qui reste une familiale. Bien, ensuite, on a les sièges ventilés. Et là, j'avoue que c'est quelque chose qui, je sais, était très attendu. Personnellement, je suis pas un grand fan, parce que je trouve que le cuir ou le vinyle est un peu plus sensible, et surtout, il y a plus de saloperie qui vient se mettre dans les petits trous. Donc ça me gêne un peu. J'aurais préféré avoir une option siège tissu, très sincèrement. Ensuite, la recharge sans fil. Là, on a quelque chose d'intéressant, parce que la recharge sans fil, on peut charger 2 téléphones. C'est quelque chose qui est pratique. En plus, la disposition, comme sur l'actuel, est vraiment sympa parce que ça permet d'afficher un Scan My Tesla ou un Waze sans avoir quelque chose de trop envahissant au niveau du tableau de bord. Maintenant, parlons de la partie habitacle et surtout de la partie vitrage. Tesla a bien amélioré sur les Model 3 l'acoustique dès 2021. Maintenant, le fait d'avoir un toit en verre qui soit en plus en verre acoustique, ça va apporter quelque chose de très bien. J'espère qu'ils ont en plus bien amélioré la protection contre les rayons UV. Parce que je trouvais que sur ma S, c'était très bien fait. Et sur les Model 3 ou Model Y, de temps en temps, je trouvais que c'était un peu moins bien fait. Donc là, à la limite, à voir.
Là, on arrive à la structure de la voiture. Et là, c'est vraiment très intéressant. Parce que, d'un prime abord, lorsque j'ai vu la photo, j'ai été super déçu. Parce que je pensais vraiment que Tesla mettrait des gigacastings. Or, si on regarde la partie avant, il n'y a pas. Et dans la partie arrière, il y a peu de chances qu'il y ait non plus. Et là, je me suis posé la question, mais bon sang, pourquoi Tesla a fait de telles grosses modifications à Fremont pour produire la Model 3 Highland? C'était pas cohérent. Du coup, je me suis dit, je vais quand même regarder avec l'ancien modèle s'il y a des différences. Au niveau des tourelles, il n'y a pas grande différence, même s'il y a peut-être un casting ou un truc, j'en sais rien. C'est pas très visible, mais ça change pas la face du monde. En revanche, on voit que les renforts sont les mêmes. On voit beaucoup de choses identiques. Par contre, est-ce que vous avez remarqué un truc qui manque? Regardez. La cloison pare-feu n'est pas là. Alors, est-ce que Tesla ne l'a tout simplement pas représentée? Ou alors, est-ce qu'elle n'est pas sur la caisse en blanc? Et ça, c'est important. Si on prend l'arrière de la voiture, on a exactement la même chose ici au niveau de la plage arrière, où ici, on a une tôle et ici, il n'y en a pas. Et si vous regardez bien ici, on se rend compte qu'il y a des fixations. À mon avis, eh bien, dans ces deux zones-là, il y a une énorme différence entre la Highland et l'ancienne Model 3. Ce sera à confirmer quand j'aurai une voiture sous les yeux. L'objectif, aujourd'hui, je devais aller à Nancy, d'ailleurs j'y suis allé, et ils n'avaient pas la Highland. On avait espéré l'avoir parce qu'ils avaient une Model 3 sous bâche. En fait, ils avaient rusé. Et c'était une ancienne Model 3. Donc là, moi j'aimerais bien aller voir vraiment en vrai si cette partie-là est détachable ou non. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il est en effet tout à fait possible que Tesla ait supprimé ces pièces-là de la caisse en blanc, pour la bonne et simple raison qu'ils le font déjà avec les gigacastings. Et ça, je vais vous le montrer maintenant, puisque j'en ai la preuve, puisque Munro en a parlé lors du dépiotage donc, de la Model Y version gigacasting. Et on se rend compte qu'à l'avant, il y a une partie en fibre, en pièces polymères. Alors ça doit être soit de la fibre de carbone, soit de la fibre de verre. La cloison pare-feu est faite à part, et elle est installée dans la voiture lors de l'assemblage final. Pourquoi est-ce que ça change quelque chose? Bien tout simplement parce que quand vous avez une cloison métallique qui a été soudée, vous êtes obligé de monter tous les éléments en usine sur la caisse en blanc. Alors que là, on peut très bien faire un montage de tout ce qui vient dessus, même le tableau de bord, et venir intégrer l'ensemble en une seule et unique pièce qui va finalement être plus facile à fabriquer à l'extérieur de la voiture, plus facile à contrôler, et on aura juste à l'installer dans la voiture. Est-ce que Tesla a fait ça? J'aimerais bien le savoir. J'ai pas la preuve, mais si c'est le cas, eh bien là, on est déjà face à une énorme économie faite par Tesla. Pour la partie arrière, ce serait exactement la même chose. Avec le nouveau système Sono, c'est quand même plus intéressant de pouvoir tout installer de l'extérieur et installer la planche une fois que tout est dessus. Donc finalement, on n'a pas encore de preuve que ce soit vraiment une évolution sur la voiture, mais en tout cas, c'est quelque chose qui aurait du sens dans le cadre de la réduction des coûts. Pour le reste de la structure, on est quasiment à quelque chose de similaire à l'ancienne. Pourtant, il y a quand même des différences, mais qui seront un peu plus loin. Et là, on va parler des caractéristiques. Alors là, on nous parle de la visibilité, du Tesla Vision, etc. Hardware 3, hardware 4, j'en sais rien, et finalement, c'est pas très important. En revanche, il y a un autre truc qui est important, c'est les caractéristiques de la voiture. Et là, on a plusieurs choses qui vont être plus ou moins bonnes. Première chose qu'on va remarquer, c'est que les accélérations, par exemple pour le modèle propulsion, sont identiques à l'ancien modèle. Jusque-là, je pense que la motorisation, les moteurs sont strictement identiques, et le poids de la voiture est quasiment le même. Donc, il n'y a pas eu d'évolution à ce niveau-là, et je pense que toute la partie propulsion en soi est identique. Par contre, on se retrouve avec une autonomie WLTP de 513 km sur le modèle propulsion,
contrairement au 491 qu'il y avait avant. Et sur la version à jante de 18 pouces, on verra tout à l'heure, l'écart est encore plus important. On va voir ce que ça peut cacher. Je suis allé sur Wayback Machine pour avoir les caractéristiques de l'ancienne Model 3. Par contre, je n'ai pas tous les écrans, donc j'ai que la version performance. En revanche, il y a un truc, moi, qui m'a vraiment étonné. Alors, je le mets de ce côté-là. L'ancienne performance était à 1443 mm. Alors que là, la propulsion est à 1441 mm. Ça veut dire que la coque étant identique, ils ont forcément baissé la garde au sol. Et effectivement, on est à 140 mm sur la garde au sol, donc de la version performance de l'ancienne, et on est à 138 mm sur la garde au sol de la nouvelle. Et ça, je vais vraiment être très sincère, c'est quelque chose qui, à mon sens, ne va pas dans le bon sens. Ça va dans le bon sens par rapport à l'autonomie, mais ça va dans le mauvais sens pour l'usage. Parce que quand vous avez des trottoirs, des petits trous, des garages ou des parkings en souterrain, eh bien la garde au sol était déjà limite. Même pour ma S, c'est même encore pire. Et là, je pense que les autos vont accrocher un peu plus souvent. Et moi, je trouve que c'est pas vraiment quelque chose de très sympa. Il y a une autre chose qui est intéressante, c'est les voies. Les voies, c'est ceci, là. Voie avant, voie arrière, 1580, 1580. Et les voies de la nouvelle sont à 1584 mm. Ce qui veut dire que les suspensions ont été revues en profondeur. Donc elle a été revue pour être plus stable, un peu plus large. Et donc je pense que les roues remplissent mieux les ailes, mais surtout que tout l'ensemble de la suspension a été revu. Et ça, j'attends vraiment d'aller voir la voiture pour pouvoir l'essayer. En ce qui concerne les garanties, etc., rien n'a changé. Ni pour la puissance de recharge d'ailleurs. Ensuite, ce que je vais voir, c'est le configurateur. Et il y a des choses très intéressantes dessus. La première chose qui est notable, c'est que quand vous allez voir, par exemple, la propulsion, elle est 1000 € plus chère. Voilà. Après, elle apporte des choses en plus, donc en termes de tarification, je trouve que c'est normal. Et c'est ce que je disais depuis le départ. La Highland est peut-être un peu moins chère à produire, et à mon avis elle l'est, mais Tesla veut plutôt faire des marges parce que c'est un véhicule qui n'est pas produit en Europe, parce que c'est un produit qui n'est pas le plus gros volume en Europe. Le modèle Y, lui, à mon sens, redevient encore une fois plus intéressant. À voir quand il subira les mêmes évolutions, si son tarif sera toujours aussi sympa qu'il l'est aujourd'hui. En tout cas, on constate déjà plusieurs choses. C'est que l'augmentation du prix n'est pas que sur la voiture, mais également sur les couleurs, puisque le blanc nacré multicouche reste de série, mais par contre le noir aujourd'hui est en option à 1300 €. Ce qui veut dire que on va avoir une voiture, par exemple, si vous voulez du noir pour faire un covering de couleur comme moi j'avais l'intention de le faire, eh ben ma foi, ça vous coûtera 2300 € plus cher qu'avant. Et ça, je suis pas tout à fait fan. Autre chose, les nouvelles couleurs sont à 2000 €, donc pour l'Ultra Red ou le gris Stealth, que j'appellerais un gris machine plutôt, qui je trouve est très joli, mais encore une fois, je ne mettrai pas 2000 € dans une couleur. Ça, c'est avis personnel. Le bleu reste à 1300 €. Alors maintenant, si on regarde l'autonomie et qu'on regarde les jantes, en 18 pouces, on est à 554 km. Sachant que avant, on devait être à 510 dans mes souvenirs. Comment on fait pour avoir 44 km d'autonomie, c'est-à-dire quasiment 10%, uniquement avec des jantes et des pneus et de l'aérodynamique? Personnellement, j'y crois pas trop. Du coup, je pense que CATL a mis ses nouvelles batteries M3P dans la Model 3. Donc la Model 3 Highland, à mon sens, a une nouvelle chimie qui est l'ancienne LFP, mais améliorée encore avec du manganèse et d'autres mélanges de métaux qui sont vraiment intéressants pour une nouvelle génération de batterie à un coût raisonnable. D'autant plus que CATL avait annoncé que la M3P serait au même prix, voire un peu moins cher à produire qu'une LFP. Deuxième chose qu'on voit tout de suite en haut du configurateur, c'est les disponibilités. Octobre-novembre. Ça veut dire que les voitures sont déjà en production et qu'il y aura des voitures qui vont arriver dès le mois d'octobre-novembre. Sachant que aujourd'hui,
Les bateaux qui arrivent de Shanghai n'amènent plus que des modèles 3. Les modèles Y sont produits à Berlin, que ce soit en propulsion, ou en long range, ou en performance. Pour ce qui est du crochet d'attelage, aucune différence. Maintenant, je viens juste un petit peu sur l'arrière parce que je me suis posé une question. Vu la forme des feux arrière, il est évident qu'il y a une partie du feu qui va devoir se lever avec la malle. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà avant. Par contre, on ne voit pas ici de coupure. Donc à mon avis, c'est tout l'optique qui se lève. Et je pense qu'il y a des optiques encore en dessous qui permettent d'avoir au moins des feux de stop ou un clignotant, etc. Quelque chose de très basique pour que quand c'est ouvert de nuit, eh bien, on ait quand même une visibilité de ce qui se passe. Je crois même que c'est obligatoire. Maintenant, on arrive à l'intérieur. On a un intérieur blanc et un intérieur noir qui ont bien sûr à peu près les mêmes configurations qu'avant. Et là, il y a deux choses qui sont plutôt intéressantes. Chose intéressante, c'est que ici et là, on a du tissu à la place de l'Alcantara. Et autre chose intéressante qu'on n'avait pas avant sur les anciennes Model 3, c'est qu'il y a bien marqué « Vue intérieure de l'édition Model 3 Propulsion ». Mais alors, si on prend la long range, est-ce qu'il y a un changement? Et regardez bien. Et là, on va avoir intérieur de la version grande autonomie à transmission intégrale dual motor. Et on retrouve l'Alcantara. Sur le panneau de porte, comme sur l'avant, on va avoir de l'Alcantara. Alors que sur la propulsion, c'est du tissu. Petite différenciation qui n'existait pas avant. En revanche, les sièges ventilés sont, semble-t-il, sur toutes les versions. Encore une fois, à confirmer, parce que j'avais pas les informations à l'avance, comme certains ont pu les avoir. En conclusion, qu'est-ce que je peux dire de cette Model 3 Highland? Est-ce qu'il s'agit d'un restyling, comme ça a été le cas pour le refresh des Model S en 2016? On pourrait le penser. Maintenant, moi, je ne pense pas qu'on soit face à un refresh pur et dur. En effet, je pense que la structure de la voiture a été profondément modifiée, justement pour des raisons de coût, mais également parce que le fait d'utiliser des panneaux composites permet de réduire le bruit, etc. Cette voiture a été fortement améliorée et je pense que effectivement plus de la moitié des pièces aujourd'hui sur la Model 3 Highland n'existaient pas sur la Model 3 antérieure. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, je ne suis pas certain que Tesla nous ait dévoilé la vraie Model 3 Highland. Vous allez comprendre. Je pense que la voiture qui aura toutes les caractéristiques du nouveau modèle sera la Model 3 Performance ou Plaid. Parce que, à mon sens, aujourd'hui, les prototypes qui tournent en Europe sont des prototypes qui sont en train de valider ces versions-là. Et il est fort probable que ces versions seront explosives. Et en particulier au niveau des moteurs, puisque moi je pense qu'il y aura 3 moteurs. Donc je pense que les Model 3Y Performance, qui s'appelleront peut-être Highland et Juniper, je ne sais pas, ou Plaid, peu importe, seront les modèles très haut de gamme de chez Tesla, et que les S et X ne seront plus importés en Europe. Voilà. C'est tout pour cette revue technique à chaud de la Model 3 Highland. Maintenant, moi, j'attends plus d'informations techniques. Je vais creuser un peu la chose pour vous faire quelque chose de plus complet et surtout d'avoir des certitudes par rapport aux interrogations que j'ai par rapport au véhicule. Je pense qu'il fallait faire cette revue à chaud parce que c'est le moment, parce que ça intéresse les gens. Moi, personnellement, je suis à la fois déçu et en même temps, je commence à comprendre un peu la démarche de Tesla par rapport à cette voiture. Et il faudra vraiment confirmer à l'avenir qu'il y a eu ces modifications que je pense être vraiment intéressantes en termes de coût, en termes de structure et en termes de réparabilité même. Donc comme dit, on se retrouvera bientôt sur un nouvel épisode sur la Model 3 Highland. Moi, je vous invite à vous abonner si vous voulez pas le rater. En tout cas, si c'est pas déjà fait. Et finalement, je pense que seule une partie du voile a été levée et que la vraie Model 3 Highland qu'on attend tous, ce sera la Model Performance. Et ça, je vais vraiment l'attendre avec impatience. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.